Salut tout le monde, vraiment content que vous ayez tombé sur notre page. On est un tout nouveau podcast, Beautiful People, un podcast que, en fait, on vous partage simplement de belles rencontres avec de belles personnes. C'est tout simple comme ça. Je m'appelle Claudia Fallune. Moi, c'est Catherine Moscato et notre invitée de la semaine, c'est une chef végane qui a aussi une entreprise sur Montréal qui s'appelle l'Épicerie Muscade. C'est Éline Bonin, puis on a eu des conversations, écoute, super intéressantes sur le véganisme, sur la consommation de notre consommation en général. On a eu sur le zéro déchet, qui est aussi très important pour son épicerie. Puis, en tout cas, une vraiment belle conversation. C'est aussi une auteure, en fait, elle a un livre de cuisine aussi là, qui est vraiment hot, là, qui est vraiment à voir. Puis pour vrai, cette fille-là est vraiment impressionnante. À 26 ans, elle est tellement engagée dans tout ce qu'elle entreprend. Puis je pense qu'on vous en dira pas plus parce que, sérieux, c'est une méchante belle conversation qui va suivre. Fait que, bon podcast. Bonne écoute. Hey, salut les filles! Salut Léon! Allô! Je pense que Kat et moi, on est vraiment choyés de t'avoir aujourd'hui. Merci. C'est quand même cool d'avoir une fille, une entrepreneur, en fait, autant engagée dans ce qu'elle fait, que genre 25 ans, je pense? 26. 26 maintenant. C'est récent quand même. 26. Ouais, c'est ça. Qui vient tout juste d'avoir 26 ans. On sent vraiment choyé, c'était le mot. Tu as ouvert tout récemment ton propre petit café sur le Mont-Royal. C'est ça. Qui s'appelle l'Épicerie Muscade. Oui, c'est ça. Qui est comme moitié café, moitié épicerie. Ouais. Qui est totalement zéro déchet. Mm-hmm. Ça t'est venu d'où, cette idée-là? Ça a starté d'où? On veut genre... Déjà, on est 3 copropriétaires, donc avec Lola et Mélissa. Et on est des amis à la base. Des collègues aussi dans notre ancien emploi. Et à la base, on voulait créer un restaurant. Moi, c'était vraiment mon rêve. Je veux un jour pouvoir servir ma cuisine dans mon restaurant. On a commencé à tout un plan d'affaires, tout ça. Et c'était très, très gros comme projet. C'était beaucoup d'argent, c'était une rentabilité qui était difficile, etc. Donc, petit à petit, on a comme été refroidis par les chiffres qu'on commençait à mettre sur le papier. Et il y avait ce local qui était juste à côté de chez moi, vraiment à 20 mètres de chez moi, qui était à louer depuis plusieurs années. Et je passais tout le temps devant et je me disais tout le temps, faudrait tellement que quelqu'un fasse une épicerie zéro déchet dans ce local parce qu'il n'y en a aucune dans le quartier. Et moi, j'essayais d'être zéro déchet, mais je marchais 35 minutes avec mon sac à dos, mais beaucoup pour réussir à faire des achats ailleurs, qui soient le plus possible responsables. Mais c'était vraiment beaucoup de contraintes et souvent, j'avais vraiment la flemme de faire tous ces efforts-là. Et en plus de payer vraiment beaucoup plus cher qu'à l'épicerie classique. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas nous? Et j'ai commencé à en parler à Lola et Mélissa, de changer notre idée pour ça, pour que ce soit moins gros, pour que ce soit, à la base, on pensait plus rentable. Et voilà, et puis elles sont baristas toutes les deux, elles sont passionnées par ce métier-là aussi, par tout le service des boissons, et puis la relation clientèle, c'est quelque chose qui est important pour elles. Donc, on a intégré cette partie café pour qu'elles puissent faire leur métier de prédilection, et moi aussi, avec de la petite restauration, des pâtisseries, etc. C'est aussi un poste qui nous rapporte plus d'argent parce que c'est tout ce qui est fait maison, on crée de la valeur. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que vendre de la farine le moins cher possible, tout ça. Là, on n'a pas trop d'argent là-dessus. Donc, c'est comme un peu la partie café, c'est ce qui sert à financer le reste, on va dire. Donc, voilà, c'est né comme ça l'idée de mélanger café et épicerie pour qu'on fasse nos métiers de passion en apportant en même temps une solution zéro déchet dans le quartier, voilà. Puis tout ce qui est le zéro déchet en tant que tel, ça fait-tu longtemps? Tu sais, je sais que c'est vraiment une grosse tendance là, à Montréal, surtout. Puis là, je dis c'est ça de parce plus que en plus répandu, en fait. Les gens sont c'est sont ça, conscients, mais c'est quand même récent quand même qu'on en parle autant. Est-ce que toi, ça fait longtemps que genre que t'es sensibilisée à
Je dirais phénomène-là? peut-être, j'en ai entendu parler pour la première fois il y a peut-être 6-7 ans. Ok, C'était à l'époque Bea Johnson qui a popularisé vraiment, même qui a, on va dire, mis ce terme-là en anglais et en français, parce qu'elle est franco-américaine, sur ce mouvement. Et elle a sorti un livre, je pense, qui s'appelle tout simplement Zéro déchet ou quelque chose comme ça. Et elle faisait, je me souviens, la tournée un peu des plateaux télé avec une jarre de peut-être 1,5 litre. Et c'était ses déchets pour l'année pour une famille de 4 personnes. Ah oui, j'ai vu ça. C'est Et impressionnant. j'étais tombée sur une émission où elle était là en tant qu'invitée en France. Et elle montrait sa jarre et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ces gens, quoi? Ça m'impressionne C'était tellement. lunaire, quoi. Ouais, voilà. Et je pense que j'en ai entendu parler pour la première fois là. Et puis après, donc j'habite avec mon chum et on est tous les deux véganes depuis très longtemps et aussi sensibilisés à l'environnement, etc. J'ai toujours grandi dans une famille sensibilisée aux soucis écologiques. Et un jour, on s'est dit, là, on est en grosse dissonance cognitive sur nos déchets, puisque on est contre, mais on achète des choses emballées qui vont finir aux poubelles. C'est évident. C'est donc, pourquoi on fait ça? Genre, c'est inadmissible. On est complètement paradoxal là-dedans, quoi. Et on ne souhaite pas continuer comme ça. Et je pense que c'était un peu au Nouvel An, quelque chose comme ça, enfin, une espèce de résolution du Nouvel An. De famille, genre. Ouais, et on a décidé tous les deux donc, de décider d'être complètement zéro déchet à partir de là. Donc, évidemment, on est allé dans l'extrême tout de suite et c'était impossible à tenir. Ouais, je veux dire, le processus, c'était ma prochaine question. Tu sais, t'as commencé où? C'était quoi les tu sais, t'as dû faire des choix à un moment donné de faire comme, OK, ça, pour le bien de la cause, il va falloir que ça va me faire mal au cœur, mais il va falloir que je m'en passe ou quoi que ce soit. Voilà, au début, ça a été vraiment zéro déchet. Vraiment, l'application littérale. Mais c'était très compliqué. C'était devenu une angoisse de savoir ce qu'on allait manger le soir. Il fallait qu'on marche très loin pour aller acheter telle ou telle chose où on n'avait pas ce qu'il fallait sous la main. On ne savait plus quoi manger, honnêtement. Pour toutes les autres parties des déchets, comme la salle de bain ou les produits d'entretien, c'était plus facile. Mais disons que pour qu'est-ce qu'on mange ce soir, on est des gens qui ne font pas les courses à l'avance. On travaille énormément. Et c'était impossible de gérer ça. Donc, il y a un moment où on a lâché du lest sur acheter parfois des saucisses véganes, Gusta, emballées, faites à Montréal. Bon, voilà, des choses comme ça. Au moins, c'est local, au moins, c'est vegan. C'est tellement bon. C'est tellement dur. C'est dur de s'en passer. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, on est dans un entre-deux. On consomme des choses emballées parfois parce qu'on travaille encore plus. Et puis, voilà, un petit Beyond Meat parfois ou des choses comme ça. Mais sinon, avec Muscade, c'est sûr que j'ai accès à des choses zéro déchet. Parce que la seule raison pour laquelle c'est compliqué pour les gens de devenir zéro déchet, c'est l'accès à des produits non emballés, tout simplement. Parce que, et puis, le fait que ce soit des petits commerces fait que souvent, le vrac est plus cher que l'emballé. Mais sinon, si on appliquait une logique au concept, c'est pas plus cher. La même nourriture sans emballage, elle serait pas plus chère, puis elle pourrait être accessible. C'est juste qu'il n'y a pas une volonté d'un gros groupe ou d'une grande marque d'instaurer ça. Donc, c'est trop marginal encore pour que ce soit accessible. Quoi. Est-ce qu'avec Muscade, vous aviez une liste de fournisseurs préétablie? Est-ce que vous jonglez en ce moment aussi avec les fournisseurs pour savoir, je veux dire, parce qu'au final, il faut faire du profit sur une épicerie, veut pas. Donc, comment est-ce que vous jonglez avec fournisseurs? Parce que je pense aussi que vous vouliez, je pense que tu m'en avais parlé un peu aussi avant, du fait que vous vouliez être le plus local possible, en fait, pour l'environnement, pour les dépenses de gaz et quoi que ce soit. Là. Donc, comment est-ce que vous jonglez avec ça? On avait fait une grosse recherche avant d'ouvrir. Il y a un site qui est super qui s'appelle Les Pages Vertes et qui référence un petit peu des producteurs, etc. qui sont... Il y a comme des petits logos avec leurs engagements, que ce soit zéro déchet, biologique, etc. Éthique. Ouais, voilà. Ouais, je pense donc, ça, c'était un point de départ un petit peu de nos recherches de fournisseurs, mais c'est sûr que ça ne couvrait pas tous nos besoins en produits. Après, c'est sûr que notre première volonté, donc, c'est le zéro déchet et le fait que ce soit vegan, évidemment. Donc, on va toujours choisir les plus gros formats disponibles sur le marché. Souvent, c'est des poches de 20-25 kilos pour le sec.
Après, il y a des articles sur lesquels ça n'existe pas. Par exemple, les pâtes, c'est pas tant zéro déchet, les pâtes. Donc, on choisit les plus gros volumes qui existent. C'est à peu près du 5 à 10 kilos en ce moment. Mais ça reste pas autant zéro déchet que de la farine, par exemple. Et après, sinon, notre volonté première, c'est aussi que ce soit abordable. Donc, on va prendre les prix qui sont les plus attractifs, mais avec la qualité. Donc, on essaye que la plupart des choses soient biologiques aussi. Et voilà, le périmètre local, c'est quelque chose qu'on regarde quand il y a le choix. Donc, par exemple, tout ce qui est farine, avoine et tout, on a du choix. Donc, on va pouvoir faire un choix local. Mais pour le reste, c'est rare de pouvoir le faire. Et après, il y a énormément de choses qui ne sont pas locales au Québec. Moi, je ne savais pas, étant de France, il y a des choses qui, pour moi, pourraient être locales, mais ne le sont pas. Et j'ignorais complètement que ça ne se produisait pas au Québec. Des exemples? Oui, des exemples, ça m'intéresse. Il y a tout ce qui est noisettes, noix de Grenoble. Il n'y a pas de production à grande échelle. Ouais, non. En fait, il n'y a aucune noix qui est vraiment produite à grande échelle au Québec. Et ça, j'étais étonnée. Pour moi, des noisettes, ça pousse dans le jardin, quoi. Ben oui, OK. Bon, OK. J'avoue que... Mais non, donc c'est ça, il y a beaucoup de noix qu'on a tout simplement pas. Par exemple, les amandes, on ne vend pas d'amandes. C'est très énergivore, ça consomme beaucoup d'eau, etc. Donc, on a de la poudre d'amande parce qu'on fait des croissants aux amandes et ça rend très heureux les véganes du quartier. C'est bon. Mais c'est vrai que voilà, on n'a pas tous les dérivés, toute l'amande entière, l'amande effilée, etc. Parce que on préfère encourager d'autres produits, la graine de tournesol, enfin d'autres choses qui peuvent être des alternatives en cuisine. Donc voilà. Puis mettons votre prochain défi pour le café Muscade, ça serait quoi? Est-ce que tu as atteint la vision que tu avais au départ? Jamais. Non, pas encore. Fait qu'il va tout le temps avoir de quoi jamais plus. Le cas, je pense. Mais... Mettons la prochaine étape, là, ça serait quoi? Ça serait de faire notre lait végétal barista maison. Wow. Donc là, on en est loin. On travaille sur un lait d'avoine à cuisiner, à vendre en bouteille d'1 litre consigné. Là, on a un premier test qu'on a mis en vente sous forme de test, donc en invitant les gens à donner leur retour. Donc, on va travailler ça. Et ensuite, si on pouvait le rendre idéal pour les cafés, ce serait vraiment un stade au-dessus. Mais si on regarde la composition des laits baristas sur le marché, c'est quand même des procédés un petit peu industriels avec de l'ajout de matière grasse qui est émulsionnée dedans, etc. Donc, je ne sais pas trop si ça va être possible. Il y a pas mal d'additifs, tout ça pour faire un lait idéal pour le café. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire maison, mais ce serait super parce qu'en ce moment, notre plus gros point noir de déchets, c'est notre sac de recyclage avec les bouteilles de lait végétaux. C'est vraiment ça notre principal déchet. Oui, je pense que c'est toi, Kat, qui m'avait dit, parce qu'on est allé dans ton café, là, c'était sûr qu'on allait aller faire un tour. C'est ça, Kat, c'est une habituée, là, carrément. Puis elle me disait, je pense, par mois, vous avez comme un sac de déchets? De vidange de poubelle noire? De poubelle, genre? Ouais. Mais c'est quand même rare. Ça dépend. Après, parfois, on reçoit, par exemple, les thés. C'est difficile d'être zéro déchet sur les thés parce qu'ils ont besoin de plastique opaque, hermétique autour dans une certaine quantité. Donc, c'est 2 kilos la quantité qu'on achète. Donc, par exemple, on reçoit notre commande de thé. On va peut-être un peu remplir la poubelle ce jour-là. Mais sinon, on a un sac noir au sous-sol. On met vraiment ce qu'on a balayé quand on fait le ménage dedans, mais c'est ridicule. Ou alors, des clients, parfois, ils nous laissent des déchets. Par exemple, ils ont des trucs sur leur table et puis ils partent et puis ils les laissent. Donc, en gros, notre poubelle, ça se résume à ça en ce moment, les vidanges. Donc, ça, c'est super. Mais c'est fou, là, pour une entreprise, en fait. Oui. Je veux dire, j'ai déjà travaillé, moi, dans la restauration, puis à chaque soir, c'était 4, 5, 6 et même plus de sacs de vidange. Ouais, là, que fou, c'était c'était l'enfer, là. Puis le fait que vous êtes une entreprise qui est aussi une épicerie, puis que, je veux dire, un sac de vidange par mois, c'est rien, là. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ça, on est super fiers de ça. Et je pense que ça vient aussi beaucoup du tri, donc entre le compost et le recyclage, évidemment. Donc, le compost, c'est notre principal déchet, tout simplement. Donc, comme on est une entreprise, c'est pas, on peut pas le donner gratuitement à la ville, donc on paye un ramassage de compostage. C'est pour ça que toutes les entreprises le font pas, c'est que c'est une dépense qui ne rapporte rien. C'est vraiment une dépense nette et ça va pas vous attirer plus de clients, ça va pas vous faire plus vendre, donc... C'est vrai qu'on peut comprendre que les petits commerces aient du mal à payer pour ça, et même les gros groupes, d'ailleurs, ne payent pas pour ça. Donc, il y aurait peut-être un effort gouvernemental à faire sur rendre gratuit le ramassage du compost pour les entreprises, parce que malheureusement,
s'il n'y a pas de volonté là-dessus, personne ne va le faire. Donc, voilà, je suis curieuse, est-ce qu'on peut avoir un chiffre? C'est à peu près 120, 130 par mois. Par mois, juste pour que tu aies quelqu'un. Puis c'est, en plus, le compost, c'est quoi? C'est aux semaines. Ouais. OK. C'est quand même... c'est un gros bac, c'est quand même une centaine de litres quoi, par semaine. On ne le remplit pas toutes les semaines, mais voilà. Donc, si j'ai bien compris, c'est 130 par semaine? Non, par mois. Par mois, ouais. J'étais là, fait que ça revient à 40. Ouais, c'est quand même une dépense non négligeable pour nous. Ça rentre dans notre budget. C'est prévu. Puis, à l'échelle peut-être un peu plus large, mettons qu'on ne parle pas nécessairement de compost ou quoi que ce soit, est-ce que tu penses que ce que vous faites au café, ça serait applicable dans, du moins, une bonne partie des restaurants puis des commerces qu'il y a à Montréal, ou tu vois qu'il y en a certains qui est comme, ça serait vraiment plus difficile? T'sais, est-ce que tu penses que si vraiment tout le monde avait le même engagement que toi à ce niveau-là, ça serait possible? Oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont vraiment faciles à mettre en place. Par exemple, nous, on n'a pas de tasses jetables. En fait, c'est que des... donc, pour la partie café, c'est que des pots maçons consignés à $1. On n'a aucune tasse jetable, on n'en donne pas. Et c'est assez facile à mettre en place. Et on n'a honnêtement presque jamais eu une personne qui a reviré de bord à cause de ça. Okay. Aussi, on n'a pas de lait de vache parce qu'on est vegan. Le lait de vache, l'industrie animale est responsable d'une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre. C'est polluant, en plus d'être un choix moral, évidemment. Donc, ça aussi, c'est facile à mettre en place, d'avoir beaucoup de lait végétaux et même de supprimer le lait de vache parce que, pareil, on n'a jamais de clients qui revirent de bord à cause de ça. C'est très rare qu'une personne nous dise « Ah non, moi, je veux absolument du lait de vache » et s'en aille. Ça arrive peut-être une fois tous les 3 mois, mais c'est rare. Ben ça me fait penser, j'avais écouté, comme pendant le confinement, évidemment, évidemment. Faire ça, écouter des trucs. J'avais écouté un documentaire sur Netflix qui est comme, c'est l'histoire, je sais pas si c'est juste History ou en tout cas, bref, je me souviens plus trop du titre, mais c'est comme un épisode de 20-25 minutes qui te parle de l'histoire, comme là, c'était l'histoire du fast-food. Puis là, il parlait comme quoi, quand il y a eu le pic, justement, des gaz à effet de serre qui a été émis dans l'atmosphère, puis qu'on a commencé à faire comme, OK, on pollue pas mal, dans le fond. Puis justement, c'est à cause du bœuf, entre autres, qui était, de manière générale, pas mal la faute des grandes industries style McDo. Puis là, j'étais comme, OK, dans le fond, là, juste arrêter de manger au McDo pour qu'au final, mettons qu'on se dirait tout ça, là, c'est sûr que moi, tout seul, je ne fais pas la différence, mais mettons qu'on se dit tout ça, moi, j'arrêterais de manger au McDo, puis qu'on y va, ou pas nécessairement arrêter, mais qu'on diminue du moins, puis que globalement, on diminue notre consommation de fast-food. Déjà, il y aurait besoin de moins de bœuf, il y aurait besoin d'avoir moins des grosses productions. Puis je pense que c'était comme 50% des gaz à effet de serre là, émis. Là. Je capotais. Puis tu sais, des McDo, il y en a partout dans le monde, littéralement. Mais tu sais, j'étais comme juste ça. Genre, tu sais, autant que des fois, on a l'impression que c'est gros, genre de... Tu sais, du McDo, je peux m'en passer. Pour vrai, ça va me faire mal au cœur après mes soirées peut-être un peu arrosées. Mais, tu sais, après quoi, je sais pas, là, on peut se faire un déj à la maison à 11 heures. Là. Mais c'est fou. C'est faisable, là. J'ai vraiment remarqué, comme dans mon entourage, tu sais, parce que j'ai... Dans mon entourage qui est plus vieux, mes grands-parents, tu sais, je veux dire, qui sont dans une génération qui sont un peu plus fermés d'esprit sur tout ce qui est comme environnemental. Moins sensibilisés aussi, je pense. Moins sensibilisés. J'ai remarqué quand même qu'en parler avec eux, puis leur apporter des faits, puis juste leur montrer, tu sais, juste un documentaire avec ma grand-mère un après-midi. Puis, ouais, mais juste ces efforts-là pour essayer de sensibiliser les gens autour de nous. Tu vois, ils ont diminué leur consommation de viande rouge qui, je veux dire, si on fait tout ça, au final, ça, je veux dire, c'est clair que ça va changer quelque chose. Là, ouais, moi, j'aime beaucoup entendre les gens dire, surtout les gens qui sont véganes, parce que pour vrai, chapeau fois 1000, j'aimerais tant pouvoir dire, pour vrai, genre, je suis végane. Je suis pas rendue là pour diverses raisons, style le fromage. J'ai bien de la misère à me passer de fromage. Mais je sais qu'il y a des alternatives. Puis aussi, je sais que même si t'es pas 100% végane, tu sais, moi, j'aime beaucoup les œufs ou quoi que ce soit, mais je sais que la viande rouge,
c'est le plus gros morceau, là, à dire non, là. Tu sais, c'est ça qui a le plus d'impact, là. Pour l'environnement, tu veux dire? Pour l'environnement, oui. Puis honnêtement, moi, mon père, par exemple, quand j'étais jeune, c'était tout le temps comme on a une viande, une portion de légumes, puis une portion genre de riz, de pâtes ou de gluten en général. Puis quand moi, mon frère, on n'a jamais été des grands fans de viande en général. Puis à un moment donné, ma demi-sœur, qui n'habitait plus avec nous à ce moment-là, elle a commencé à être vegan. Fait que là, ça a commencé à être... On a commencé à avoir cette discussion-là avec mon père parce que elle venait manger à la maison. Puis là, c'était comme... Tu sais, mon père, il était comme, mais là, je sais plus quoi faire. Puis j'étais comme, ben voyons, père, c'est pas si dur. Tu sais, il faut juste qu'on se donne la peine. Puis comme de fait, c'est hyper facile. Maintenant, j'ai même plus besoin de me dire, elle vient à la maison. Puis comme... Une fois sur deux, c'est vegan ce qu'on mange, même si on n'est pas 100% vegan. Puis comme, je pense la dernière fois que j'ai mangé la viande rouge, c'était comme hier soir. Puis ça faisait genre 3 mois. Facile, 4 peut-être, qu'on n'avait pas mangé de viande rouge. Puis c'est vraiment parce que mon père, il a dit, moi, cette semaine, j'ai comme une rage, là, j'ai le goût de manger un steak, là, tu sais. OK. Mais comme même de lui, il a fait un effort, même s'il est vraiment moins sensibilisé, il a quand même vu comment notre intérêt était grandissant pour ça, puis que c'était un sujet sensible pour nous. Même si on n'est pas 100% vegan, lui-même, d'effet causal, en fait, il a diminué sa consommation de viande. Puis comme tu disais, je pense que si tout le monde juste fait ça, c'est déjà un beau thumbs up, puis c'est une Après, belle... c'est une génération qui est sensible aussi à l'argument de la santé, je pense, qui arrive vers la soixantaine, etc. Et je pense qu'ils vont être sensibles à tout ce qui est diminution de la tension artérielle, etc., risque de cancer, tout ça. Donc, c'est un argument pour cette génération-là aussi, enfin, pour toutes les générations, mais je veux dire... Puis qu'est-ce que tu leur répondrais, mettons? Est-ce qu'il y a des alternatives, mettons, pour ceux qui ont... justement, ce serait ça, de sensibiliser au fait que tu as des problèmes de santé, et fais peut-être attention à ton alimentation. Par exemple, c'est ça, le cholestérol, ma mère elle fait du cholestérol, etc. Elle peut avoir des problèmes de tension, tout ça, de trop forte tension. J'ai envie de lui dire... Hey, là, fais attention à ce que tu manges, puis diminue la viande, c'est super facile, t'as plein d'idées, va sur mon site. Oui, parce qu'on l'a pas mentionné encore, mais en fait, t'as commencé, je pense, à 15 ans, t'es allée à l'école hôtelière en France. Ouais. Puis suite à ça, puis c'est-tu à ce moment-là que t'es devenue vegan? Non, c'est un peu 20 après. Ans. Ouais. À 20, Qu'est-ce qui a j'avais complètement occasionné, fini mes études. Alors, j'étais très, très loin de ça parce que, donc je viens de la restauration traditionnelle, etc. Donc, j'étais pâtissière de restaurant en France. Puis, j'ai fait toutes mes études, lycée hôtelier, tout ça. Et en plus, dans ma famille, on est vraiment très gastronomie française. Donc, j'ai de la famille charcuterie et compagnie. Ouais, voilà. J'ai de la famille qui fait du fromage, etc. aussi. Du côté de mon père, c'est des chasseurs ou des producteurs de fromage, etc. Donc, c'est une grosse tradition autour des produits d'origine animale. Et puis moi, j'étais passionnée par ça. Hein. Donc, je connaissais toutes les AOC de fromage en France. Je les connais toujours. Hein. Je veux dire, tous les produits du terroir, etc. Et donc, rien n'est vegan là-dedans, pratiquement. Et j'étais vraiment passionnée par cette culture-là. C'était vraiment très important pour moi. C'était ancré en toi aussi, là. Ouais, voilà. Carrément, en plein dedans, là. Oui, voilà. Et tu sais, j'allais en vacances dans les Alpes, j'allais visiter des fromageries dans tous les villages, quoi. Et c'était vraiment important pour moi et c'était un truc qui me passionnait. Donc j'étais extrêmement... Mon plat préféré, c'était le tartare de bœuf. Hein. J'adore le fromage. Je sais pas que j'aime plus, c'est que je fais le choix moral de ne pas en manger. Tu vois. C'est que pour moi, c'est immoral et c'est inutile parce que j'en ai pas besoin. Et je sais, j'ai appris après que c'était... Enfin, à ce moment, quand je suis devenue végane, j'ai appris que c'était cruel. J'ai appris que non, les vaches, elles font pas du lait comme ça, comme par magie, voilà. Et que non, elles ont pas une espérance de vie si courte que dans l'industrie, c'est pas vrai. Donc j'ai appris plein de choses et j'ai fait le choix de devenir végane, mais c'est pas du tout une question de goût et à la base, c'était même pas une question d'environnement. J'ai appris un peu ça plus tard, c'est venu petit à petit, mais ouais, c'est ça. En fait, c'est en rencontrant mon chum que je suis devenue végane, parce que lui était végane avant. Donc, on a eu des conversations là-dessus. On était collègues, en fait, dans un restaurant. Lui était plongeur pour payer ses études de philosophie. Et moi, j'étais pâtissière de restaurant, donc. Et voilà, on a eu des conversations. Moi, j'étais très curieuse
sans... il avait l'habitude des confrontations, des gens qui, tu sais, cherchent la petite bête un petit peu. Souvent, avec les véganes, on est comme, ouais, mais est-ce que tes chaussures, c'est pas du cuir? Ouais, le genre de personnes qui vont... le genre de personnes sur un post vegan qui vont mettre des tranches de bacon en image. Voilà, les gens sont très piquants avec les véganes, donc nos collègues étaient un peu comme ça. Et moi, j'étais très curieuse, sans malice, quoi. Vraiment, j'étais intéressée parce que à la base, je pense que ce qui m'a plu, c'est le défi de pâtissière aussi. Donc, je lui disais, par exemple, mais est-ce que tu manges de la chantilly? Est-ce que tu peux faire des pâtisseries qui ressemblent à telle ou telle chose? Enfin, en fait, c'était un défi technique. Donc, je me souviens, notre première date, un petit peu, genre, je l'ai fait à souper chez moi. Puis, j'avais entrepris de faire des profiteroles véganes. Donc, c'est de la pâte à choux avec la crème glacée puis de la chantilly et tout. Donc, évidemment, c'était raté. Mais, enfin, un peu raté. C'était quand même bon. Mais c'était pas vraiment des profiteroles. Mais en tout cas, je pense que j'ai été attirée par le défi avant tout. Et je continuais à manger de la viande, etc. Et... je pense que les derniers trucs que j'ai mangés de pas vegan, c'était les pâtisseries en centre-ville, genre quand t'as faim et que t'es en train de faire du shopping, tu vois. Genre, ça, c'était... Parce que ça n'existait pas, il n'y avait rien de vegan à ce moment-là. On vivait en France, à Lyon, puis il n'y avait rien du tout. Donc ouais, c'était le fait de ne pas pouvoir sortir manger quelque chose qui était frustrant à la base. Mais à Montréal, on est tellement choyés. C'est tellement facile d'être vegan. C'est à rue Saint-Denis, je pense, il y a comme la moitié des restos vegan, du moins qui ont des options. Ouais, et tout. Si t'as envie d'une crème glacée, tu vas prendre une crème glacée. Si t'as envie d'une crêpe, si t'as envie de sushi, de pizza. Oh, il y a vraiment l'embarras du choix. Là. C'est fou. Je pense qu'il faut qu'on se sente un peu choyé de tout ça, parce qu'on a le choix. Ouais. On a le choix, juste ça, tu sais, c'est gros. On devrait, être un peu, conscient. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai voyagé quand même pas mal dans les dernières années. Puis, tu sais, moi, je suis végétarienne, principalement. Puis, tu sais, en essayant de trouver juste des repas végétariens en Amérique du Sud, ou, tu sais, c'est pas disponible partout. Puis, exemple, t'as pas envie de manger de fromage. Tu as envie de manger vegan. Moi, ça m'arrive, là, des fois, que je suis juste... j'ai des semaines où je suis comme, OK, cette semaine, je suis que vegan. Puis là-bas, j'avais pas cette opportunité-là de faire ça, en fait, parce que aussi, quand tu voyages, tu manges ce que tu trouves. Puis, je veux dire, j'avais vraiment pas cette opportunité-là. Pour ça qu'à Montréal, je pense qu'il faut être conscient c'est qu'on est dans une société d'abondance. On n'est vraiment pas en survie. On est vraiment... Enfin, on a tout autour de nous. On n'a aucune excuse, dans le fond. Ça, non, je ne veux pas culpabiliser personne parce que je suis inclus, mais on a vraiment un choix. Puis moi, c'est une bataille que je vais me livrer à moi-même tranquillement, pas vite. Là. Je ne me mets pas trop de pression pour ça, mais quand même, ça me tient full à cœur. Puis là, tu me parlais justement tantôt, tu parlais un peu de ta culture, ta famille qui était beaucoup là-dedans. Moi, je suis curieuse de savoir, ça a été quoi leur réaction? Quand t'as fait, pas maman, moi, plus de fromage, plus de viande, du vino, ça marche, mais sinon, tu sais... aucune, en fait, tu vois. Genre, mes parents, je pense que... on n'a jamais eu vraiment de grosses conversations là-dessus, jamais vraiment de confrontation. Je pense qu'il y a un petit tabou, mais... ça a semé quand même une graine parce qu'ils ont énormément réduit leur consommation de produits d'origine animale. Wow. Donc, tout simplement en intégrant des nouvelles choses, aussi via mes recettes. Ma mère, elle repartage toutes mes recettes sur son Facebook. L'amour d'une mère. Donc, ils ont intégré, tu vois, c'est tout bête, mais la crème de soja à la place de la crème de vache dans ton sauté ou dans tes pâtes. C'est fou, ça marche. C'est la même chose. Hein. Ça goûte bon. Oui. Donc, tout simplement remplacer des petites choses comme ça fait énormément baisser au final ta consommation. Ils mangent beaucoup moins de viande, c'est rare qu'ils en mangent en fait. Mais il y a un petit tabou, tu vois, parfois je leur demande « vous avez mangé quoi hier soir ?» Ils sont comme des tomates. Avec quoi? Mais en tout cas, par exemple, même sur d'autres choses, parfois je les confronte un peu... ils ont acheté toute leur vie, pratiquement, enfin pas toute leur vie, mais toute ma vie, on va dire, des bouteilles, de l'eau en bouteille. Je sais. Ça, c'est très bizarre. C'est pourtant... ils ont un petit côté bobo écolo citadin qui roule en hybride et tout, tu vois. Donc, un jour, je les ai confrontés là-dessus. J'étais comme, mais pourquoi vous faites ça et tout? Ça n'a aucun sens. C'est tellement facile à changer. C'est ça, on a de l'eau potable. Tape sur moi parce que mon père, il fait pareil. Puis, mais comme, c'est facile à changer. Ouais. Et ma mère me disait, mais si ça existait dans des bouteilles en verre consignées, je prendrais ça.
mais ça n'existe pas. Et je serais prête à payer plus cher pour que ce soit plus responsable, mais ça n'existe pas. Et ça, c'est vrai qu'il y a une question de disponibilité des choses parfois, mais bon, pour l'eau, on a un robinet, et puis ils ont arrêté finalement, mais... Mais tu sais, c'est quoi la différence entre vraiment l'eau en fait, à la bouteille? base, si je me trompe pas, là, moi, Il y en a ce pas que de j'ai vu, différence. parce que justement, je sensibilise pas mon papa là-dessus, il va tout écouter ça, il va être genre, hey, tu me bâcher. Non, je t'aime pas. Puis même moi, des fois, je suis comme, je pars vite, puis je suis comme, j'ai une bouteille d'eau. Mais tu sais, je les remplis, puis je les remets dans le frigo, puis j'en utilise le moins possible. Mais tu sais, on veut s'acheter, je pense que ça s'appelle une Bertha, ça se peut-tu? C'est comme une grosse gourde d'eau. Une Bertha? Ouais, qui te filtre, là, comme ton Brita? nom. Brita. Une marque. Bon. Je me suis mélangée avec les mathématiques. OK. Mais bref, c'est ça, ça filtre ton nom, tu mets ça, puis c'est gros, tu sais, tu le remplis pas souvent, puis t'as tout le temps de l'eau froide. Parce que moi, mon père, c'est vraiment ça. C'est genre, on a des bouteilles. Ah, c'est d'avoir l'eau du frigo. C'est qu'il veut juste l'eau froide tout le temps. Mais tu sais, c'est juste pour ça. Juste mettre de l'eau dans une grosse bouteille et le mettre au frigo, tu sais. C'est ça, mais tu passes toutes nos bouteilles, dans le fond, parce que mon père travaille, il est arpenteur géomètre. Je sais que personne ne sait c'est quoi ce travail-là, mais en gros, tu sais, on va dire que ça ressemble un peu à la construction. Il est tout le temps dehors. Fait que, tu sais, il aime ça avoir vraiment sa bouteille tout le temps sur lui qui reste froide. Fait qu'il y a juste des bouteilles d'acier inoxydable, dans le fond. Puis ça, c'est super... Ça garde longtemps ton eau froide, mais c'est super long avant que ça refroidisse. Admettons que je remplis la bouteille d'eau du robinet puis je la mets dans le frigo, c'est vraiment long. Genre, ça prend comme toute la nuit avec l'eau dedans devienne froide. Fait que, tu sais, lui, c'est ça qu'il avait fait comme fuck off. Genre, pogné une bouteille d'eau en plastique, mais c'est ça, on travaille là-dessus. Là. C'est des petites habitudes, tu vois. C'est vraiment des petits détails là, qui changent. C'est difficile de changer des petites choses comme ça. J'avais une question, en fait. Est-ce que, dans le fond, tu as dit que tu as été à l'école en cuisine et tout, tu as appris tout ce qui était travailler avec ton fromage, etc. Quand tu as viré végane, en fait, il aurait fallu que tu réapprennes tout ce que tu as appris, mais version végane. Oui, c'est vrai que dans les techniques culinaires, il n'y a pas grand-chose que j'ai appris à l'école de ce que je fais maintenant, au final. Parce que, bon, désousser un canard, ça m'arrive rarement. mais en tout cas, oui, c'est ça, c'est des nouvelles techniques et tout. Et puis, après, c'est sûr que j'ai encore des méthodes, genre, tu sais, quand tu cuisines une grosse quantité, dans un restaurant, tu as quand même des méthodes de travail, un ordre des choses, la rapidité d'exécution dans les découpes, etc. Donc ça m'a servi, ça me sert encore. Mais c'est vrai que sinon, c'est des nouvelles techniques à apprendre. Mais par exemple, le tofu, c'est vrai que comme ça, bon, ça sert à rien. Un peu le tofu, ça n'a aucun goût. Pas très... Mais au final, c'est une base, tout simplement. Donc, faut le voir un peu comme une farine, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, mais c'est une base texturée qui sert à faire quelque chose. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, c'est des nouvelles choses à apprendre. Puis aussi, je trouve que ça ouvre beaucoup sur des cuisines d'autres pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà véganes dans les gastronomies d'autres pays. Donc, par exemple, le bassin méditerranéen ou l'Inde ou le Mexique, etc. Il y a plein de choses qui sont déjà véganes dans d'autres gastronomies. Et ça permet de décentrer un petit peu le fait que la gastronomie, c'est la France, non. Donc, ça intègre de nouveaux ingrédients aussi, des nouvelles méthodes de cuisson. Par exemple, j'ai découvert assez récemment, dans les 2 dernières années, mettons, le yuba, ça s'appelle aussi peau de tofu. C'est en fait, quand on fait cailler le lait de soja pour faire du tofu, il y a comme une peau qui se forme et on peut la faire sécher. Ça peut être, en fait, on peut la couper en lanières. Ça fait une espèce de viande effilochée. Ah ouais. Wow. Donc, c'est un peu le summum de la transformation du soja. Là, mais, moi, j'aimerais clairement ça qu'on se fasse souper. S'il te plaît, Éline. Donc, pareil, ça n'a aucun goût, pareil. Et c'est juste à utiliser. J'avais vu un masterclass d'une chef vietnamienne qui utilisait le yuba comme... avec une sauce au caramel, un petit peu comme du porc au caramel, servi avec du riz, etc. Et c'était excellent. Et ouais, c'est ça. Il y a plein d'autres choses qui sont inspirantes et ça permet de se décentrer de ce qu'on a appris avec la gastronomie française, qui au final est très restreinte en ingrédients et en méthode de cuisson, méthode de préparation. Au final, c'est très petit comme vaste, comme champ des possibles, quoi. Donc, ça permet de rendre plus vaste, justement, notre... Puis toi, t'as fait comme de l'essai-erreur, là,
quand tu as commencé à pratiquer? C'était vraiment de l'essai-erreur? Ça dépend pourquoi, parce que après, on garde la même intuition sur les saveurs, les assaisonnements, les textures et tout. Ça reste la même chose. Mais des choses plus techniques, surtout en pâtisserie, c'est sûr qu'on est obligé de tester beaucoup. Par exemple, la pâte à brioche. Là, j'ai une recette magnifique de pâte à brioche que j'adore. Et que je fais qui est dans ton livre de recettes, si je ne me trompe, parce qu'on n'a pas parlé encore, mais tu as sorti un livre. Ouais, c'est ça, j'étais non, mais c'est pour vrai, alternative. Là, il y en a de plus en plus, heureusement, en fait, des livres de recettes vegan qui sortent, mais toi, tu l'as sorti en 2018 en France, 2019 au Québec, si je ne me trompe pas. Et il est disponible en ligne. Sur le site Internet aussi. C'est ça. Mais il est en librairie au Québec. En librairie en plus. Ça s'appelle comment déjà? Les bonnes choses. Les bonnes choses, wow. C'est parfait. Puis en plus, là-dedans, non seulement c'est vegan, mais tu sais, t'as pas juste des recettes que tu fais comme un samedi après-midi au complet. T'as des recettes super simples, super rapides. C'est ça. Donc, il est divisé en moments de la journée. Il y a d'abord un chapitre sur les bases, que ce soit salé ou sucré. Et après, c'est les moments de la journée. Donc, le matin, le midi, la collation et le soir. Et donc, évidemment, le midi, c'est fait pour être vraiment plus rapide ou des lunchbox à s'emmener au travail, etc. Et le soir, parfois, ça demande un petit peu plus de patience. Parce que moi, j'aime aussi la cuisine qui demande un peu de patience. J'aime, par exemple, j'adore les pâtes levées, donc tout ce qui est pâtes à brioche, pâtes à pizza, etc. Toutes les fermentations, comme ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Donc, ça demande un petit peu plus de patience puisqu'il y a des temps de pousse. Mais c'est passionnant aussi. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des choses qui vont demander une petite après-midi à pétrir une pâte et des choses qui vont être faites sur le pouce, comme ça. C'est parfait, ça. Puis, là, je perdais mon idée. Là, je pensais à toute la nourriture. Puis là, j'étais wow! Faut clairement, ça va être mon prochain livre de recettes. Ça, c'est sûr que je me prends. Ça m'a fait penser, en fait, ça a été comme la base pour le resto, pour ce que tu sers. Parce que là, vous avez commencé à servir des dîners aussi. Oui, en fait, depuis le début, on a comme des plats en pot maçon du jour à emporter. En fait, ça peut être mangé sur place, mais c'est dans un petit pot hermétique consigné à $1. Et voilà, tu peux l'emmener au travail, le réchauffer plus tard, le soir, etc. Donc, c'est un peu ça le format. Et après, ça change tous les jours. Donc, j'ai à peu près jamais fait 2 fois la même recette, hein, mais de toute façon, je suis pas en train de reprendre mes recettes pour les refaire, tu vois. Mais, en tout cas. Mais tu sais, ça t'a donné quand même une bonne base. Puis en plus, moi, ce que j'ai été agréablement surprise, c'est que non seulement tu as ton épicerie, tu as ton café, tu sors même des repas, mais en plus de ça, tu as comme un frigo de genre sauce bolognaise vegan, sans gluten, je pense aussi. Ça, j'en parlais à une de mes amies qui est intolérante au gluten. Puis elle était comme, puis c'est tellement abordable. Là. Je pense que c'est comme 2,50 la grosse canne, genre, la grosse... Le gros pot maçon. La sauce bolognaise, je pense, c'est un peu plus cher que ça. Okay. Mais le lait de coco est à 2,50. C'est ça. OK, ça se peut. Ouais, on a comme plein de choses faites maison. Yogourt vegan, fromage vegan, sauce bolognaise, tout ça. C'est vraiment ça. J'aime full aussi des choses un petit peu plus d'épicerie, le végé pâté. Donc, c'est des blocs en vrac. C'est vraiment nice. Ça, le houmous et tout. Ça revient... autant ou même moins cher que ce que tu achètes. En fait, on est positionné en face d'une épicerie métro. Oui, c'est vrai. Donc, c'est sûr que c'est pas vraiment un concurrent à proprement parler parce que c'est très différent. Mais disons qu'on veut se référer un petit peu à ça parce que, en fait, on est l'autre option et on veut pas que notre commerce, parce qu'il est écologique et local, qu'il soit nécessairement hors de prix par rapport à métro. C'est souvent En fait, on croit ça, mais... Non, on n'est pas plus cher. Et sur plein de choses, sur tout l'alimentaire en vrac, sur même la lessive, etc., ça peut paraître bête, mais c'est pas plus cher finalement un petit commerce comme nous. Pourtant, on sait que nos clients et clientes qui sont touchés par notre entreprise sont plutôt des personnes avec des revenus aisés. Et les personnes avec des revenus très restreints ne se sentent pas vraiment concernées par notre commerce parce que souvent le pensent inaccessible ou le pensent vraiment pas pour eux, en fait. Mais c'est pas vrai. Et ça, c'est un truc, je sais pas comment faire pour m'adresser dans notre communication à, par exemple, des familles ou des personnes monoparentales qui élèvent des enfants seuls, etc., qui ont un seul revenu, par exemple. On serait dans leur budget, puis on pourrait
apporter des solutions à leur budget alimentaire ou non alimentaire. Mais j'ai l'impression que notre communication reste vraiment axée sur des personnes déjà sensibilisées, en fait. Ouais. Mais je pense que les gens ont associé aussi toute bouffe vegan avec extra cher. Oui, puis c'est ça que... En fait, même moi, quand j'ai été à l'épicerie Muscade, puis j'ai fait ma première épicerie là-bas en arrivant. Puis en arrivant à la caisse, après avoir tout calculé, j'ai vraiment fait « Ah, OK, c'est juste ça, tu sais. » Puis je suis étudiante, puis j'ai pas le plus gros budget de la Terre. Alors, on n'a pas de budget. Mais tu sais, ça me réconfortait un peu parce que j'avais tout ce que j'avais besoin sans avoir dépensé 300 $, comme à une épicerie, mettons IGA, que je serais allée. Ouais. Puis en plus, moi, j'étais intolérante au lactose. Ouais, ma vie, c'est vraiment cool. Je suis étudiante, j'ai pas d'argent, je suis intolérante au lactose. Mais ouais, tu sais, je veux dire, en étant intolérante, moi, j'achète les yogourts et les fromages, que, tu sais, habituellement, moi, je tripais là, sur tout ce qui était fromage quand j'étais plus jeune. Puis là, je trouve que c'est meilleur, que ça me fait sentir moins comme lourde. Puis, je veux dire, j'encourage aussi une entreprise qui est locale, puis en plus, c'est vegan. Je veux dire, il y avait tout pour... C'est éthique, tu sais, il n'y a rien à dire. Puis en plus, je pense que c'est toi qui m'avais dit le yogourt. Ah ouais. Ça a l'air qu'il est vraiment excellent. C'est fucking bon. Grande fan de yogourt ici. Oui. Je vais sûrement... on y va tantôt de toute façon. On va se faire un petit... Je vais probablement essayer ça, c'est sûr. Puis je vais le faire essayer à mon père aussi. Celui à la mangue, là, on a un petit format individuel à la mangue vanille. C'est le meilleur truc du monde. Ah ouais. J'en prends tous les matins. Et à chaque fois que je le mange, je suis comme... Oh, c'est tellement bon. Wow. Tu peux pas te tanner, là. À chaque fois que j'achète le yogourt, là, je m'empresse. C'est comme... Je saute mon souper pour manger le yogourt. On saute au dessert, là. Oh, wow. C'est incroyable. Mais tu sais, en même temps, tu sais, sois pas trop dur sur toi-même dans le sens que pour l'instant, votre clientèle, c'est probablement la plus petite que vous allez avoir. Tu sais, c'est tellement récent, comme vous en avez ouvert en décembre. Il y a eu le COVID. COVID, ça n'a pas été facile niveau budget pour personne non plus. Fait que, c'est sûr que à ce niveau-là, ça doit être quand même... Ça a été comment? Parce que moi, je pense qu'il y a vraiment une grosse avenir, là. Ben non, c'était juste ça. Vas-y. J'ai comme sauté sur... Oui, ben c'est sûr que c'est arrivé... Enfin, on a fermé au public 3 mois après avoir ouvert, donc à cause du COVID. Donc, c'est vrai que ça peut paraître très contraignant. Mais on a ouvert notre site en ligne un petit peu en urgence pour faire de la livraison et du ramassage en magasin de commandes de vrac. Ça nous a énormément aidé. En fait, on a augmenté nos ventes à ce moment-là, mais c'était des ventes beaucoup moins rentables, évidemment, puisque c'était de la farine, du sucre. Donc, ça ne nous rapportait pas d'argent, même on a perdu de l'argent à ce moment-là, mais on a gagné une clientèle dans des quartiers qu'on a commencé à desservir en livraison et qui étaient avant... c'est des quartiers qui sont trop éloignés pour que les gens viennent faire leur épicerie chez nous, mais qui continuent à commander. Donc, on a des habitués depuis le mois de mars qu'on a ouvert le site, qui encore aujourd'hui, toutes les semaines, font des commandes en livraison avec 100% de leur épicerie dedans, quoi. Et donc, c'est jusqu'à Verdun, Westmount, etc. Donc, nous, on est sur le plateau, mais on livre dans la majorité de l'île de Montréal. Il y aurait vraiment l'extrême ouest et l'extrême est qu'on ne livrerait pas, quoi. Mais ouais, c'est ça. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, on est un petit peu stabilisé puisqu'on a intégré beaucoup de faits maison aussi sur le site. Donc, on a toutes les pâtisseries, on a des boissons, la sauce bolognaise, le lait de coco, etc. Les fromages, les yogourts et tout, qui sont aussi disponibles à la livraison. Donc, il y en a presque dans toutes les commandes de nos clients, puisque c'est ça qui nous démarque aussi des autres, forcément, puisque c'est à nous. Donc, on a... C'est toi, en fait. C'est toi, là. Genre, t'es un peu mais comme ça, à nous. C'est elle, là, qui est derrière ces bonnes recettes de yogourt-là. Wow. Donc, c'est sûr que le fait maison est plus rentable pour nous à livrer. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de... En plus... Parfois, on aime trop les commandes de nos clients. Il y a comme plein de petites pâtisseries, des petits goodies et tout. Puis leurs fruits et légumes, parce que maintenant, on a les fruits et légumes aussi sur le site. Oh, wow, donc, OK. Biologique et tout. Donc ouais, on aime full faire ça. Puis... Non, c'est vraiment vrai, chapeau en tabarouette, là, je te trouve impressionnante. Puis, tu sais, c'est facile quand tu startes. En plus, en fait, quand tu startes une entreprise, c'est encore plus facile de faire... Ah, ben là, tu sais, ça me coûte déjà cher de starter. Je sais pas si ça va marcher.
Fait que, tu sais, je vais me laisser une chance c'est pour un peut-être risque. pas Mais toi, t'es allé all in. T'as fait comme, moi, je m'en fous, je vais me tenir à mes valeurs. Ouais. Puis genre, sérieux, chapeau. Oui, c'est vrai que parfois, on se met des bas. bâtons dans les roues sur certains principes qu'on a. Par exemple, les noix de cajou, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la décortication des noix de cajou, c'est corrosif pour les mains. Donc, en fait, souvent, c'est des femmes, souvent dans les ateliers, qui font ça en Amérique du Sud, etc., et en Indonésie. Et en fait, leurs doigts sont rongés par la pellicule. En fait, il y a comme une substance entre la pellicule et la noix et la cajou, qui est corrosive. Et donc ça, pour nous, c'est inadmissible, quoi. On ne pourra pas manger des cajous et faire... Parce que notre yogourt contient des noix de cajou aussi et du soja. Donc on ne pourra pas commercialiser quelque chose à ce prix-là. C'est impossible. Au prix des doigts des travailleuses, non. Donc elles sont décortiquées à la vapeur, les nôtres. Ça n'utilise pas le travail manuel. Mais c'est sûr que c'est plus cher. Alors que c'est inadmissible que ce soit plus cher, parce que c'est une machine à la vapeur qui le fait à la place d'humaine. Donc, je trouve ça bizarre que ce soit plus cher, mais c'est plus cher. Donc, ça fait augmenter nos coûts, etc. Et c'est parfois difficile de faire accepter à un prix plus élevé. Par exemple, on parle de nos yogourts qui sont délicieux, mais leur défaut, c'est d'être plus cher que le yogourt de vache. On ne peut pas concurrencer le yogourt de vache que tu achètes chez Métro avec notre produit. Et ça, on en est parfaitement consciente. Aussi, une famille de 4 personnes ne peut pas donner tous les matins nos yogourts à ses enfants. C'est impossible, c'est trop cher. Et ça, c'est un regret un petit peu pour nous. Mais bon, c'est des choses sur lesquelles on ne va jamais déroger, quoi. Donc, c'est vrai que parfois, on se met des petits bâtons dans les roues comme ça, mais c'est indispensable. Ça te rend encore plus respectable. Toi et tes collègues qui sont pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on salue quand même. Puis, mais ça me fait penser aussi à tout ce qui est vêtements. Tu sais, le fast fashion. Ça revient à ça, là. Tu sais, le fast fashion. Genre, moi, ça a été vraiment un gros... Je me souviens, dans mon adolescence, quand j'ai vraiment fait le lien entre, comme, les vêtements que je m'achète, puis comme, tu sais, souvent, tu sais, quand tu réalises que, bon, le monde, c'est plus un conte de fées tant que ça. Puis là, t'es comme, tu sais, il y a du child labor. J'ai été vraiment sensibilisée à ça quand même jeune. Bon, il y a encore, c'est pas de l'esclavagisme, mais c'est presque, là, tu sais. Il y a encore tout ça qui se passe, puis je peux rien faire. Puis, tu sais, plus tu t'informes, plus t'es comme, ben dans le fond, c'est parce que c'est pas un peu, c'est vraiment notre faute. Tu sais, quand on dit, j'ai pas le pouvoir de ça, ben en fait, ton pouvoir de consommation, il est là. Ouais, tu sais, si globalement, on est comme, hey, tu sais, il y a comme le H&M, là, si je me trompe pas, que ça, c'est un gros, très peu éthique, là, niveau exact, fait par des gens qui sont sous-payés. Enfants, c'est ça, j'étais pas certaine de ce sujet-là, mais moi, depuis chez ça, il est hors de question. Je rachète des trucs au H&M. Puis, tu sais, déjà, à base, je suis très friperie parce que juste le style, ça me parle plus, mais au-delà de ça, je suis comme, faut qu'on arrête de se dire comme, c'est pas de ta faute, toi, tu peux rien faire à toi-même. Ben, quand tu choisis dans tu mets de l'argent. Tu votes, quoi. C'est ça. Acheter, c'est voter. Là. Moi, c'est le cas qui résonne en moi vraiment beaucoup depuis que j'ai eu cette conscience-là de me dire, il y a des petites filles plus jeunes que moi qui, comme, déjeunent même pas le matin puis qui s'en vont travailler des 12 heures puis qui sont payées. Ça me... Puis, je pense que c'est dans pas mal de domaines, en fait. On parle du textile et de la nourriture, mais c'est dans tout ce qu'on achète. Je veux dire, autant les téléphones cellulaires, je veux dire, dans tout. Je veux dire, la table qui est là, je sais pas d'où elle vient, mais tu sais, on parle de tout le matériel qui est pas cher, souvent, puis qui est accessible rapidement. OK, j'ai besoin d'une étagère, je vais aller là. OK, j'ai besoin d'IKEA. Ouais, c'est ça, tu sais. J'ai besoin d'un nouveau téléphone. OK, j'ai l'impression que des fois, on pense pas à tout ce si c'est pas cher et accessible, immédiatement, c'est qu'il y a un loup. C'est ça, mais est-ce que c'est parce qu'on n'y pense pas ou c'est parce qu'on veut pas y penser? Parce que c'est tellement facile de faire... De donner notre argent aveuglément. Tu sais, j'ai pas le temps, ou genre, cette fois-là, ou genre... Tabarouette, moi, je me sens que je serais une petite fille qui travaille dans le textile au Bangladesh. Je serais genre, donne-toi le temps, tu sais. Je me parlerais à moi-même, je serais genre, Caroline, oui, genre, tu sais. Puis je pense que c'est un devoir de consommateur, genre, moindrement que t'achètes des trucs dans la vie. C'est un devoir d'être informé. Ouais. Ça vient d'où? C'est-tu correct? Puis, tu sais, je dis ça, puis genre, j'ai pas...
je suis pas de même... T'es pas une je veux sainte, dire, non, c'est ça, je suis pas une sainte. Là, je veux dire, j'en ai acheté du H&M là, quand j'étais jeune. C'est correct. Maintenant que je le sais, genre, clairement, ça m'arrivera plus. Mais il y en a sûrement encore que je suis pas au courant. Puis que, tu sais, Forever 21 aussi, ça a été... Zara. Zara, oui. Zara, ça, je l'ai su un peu plus tard, à mes regrets. Mais tu sais, ça, c'est encore... c'est ça faut un peu tous les mettre dans le même panier, je pense. Vraiment? Franchement, ce genre de marque, je pense pas qu'il y en ait une qui sorte du lot. Après, tu sais, il existe des marques éthiques faites au Québec, etc. Il y en a plein qui sont magnifiques et que je suis sur Instagram et tout, mais c'est vrai que parfois, qui est le style, l'éthique et le prix, c'est rare. Ouais. Donc, moi, je sais que genre j'ai pas les moyens pour la plupart des marques que je trouve magnifiques et qui sont éthiques. Mais des fois, il faut choisir ses batailles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, à Montréal, encore une fois, on est choyé en friperie. Donc, ça, c'est vraiment un atout. En France, c'est pas du tout commun de... Enfin, peut-être maintenant, ça fait longtemps que j'habite plus en France, mais en tout cas, j'ai jamais fait une seule friperie avant d'habiter à Montréal. C'est pas du tout autant dans les mœurs, en tout cas à l'époque où j'y vivais. Et peut-être à Paris, mais... en province, pas du tout. Donc, j'ai vraiment découvert le shopping en friperie à Montréal. Puis, ça m'a redonné le goût au shopping, moi qui détestais ça. Donc, T'es tout le temps fière de faire une petite découverte dans une friperie, là, sérieux. T'as envie de dire à tout le monde, t'es comme, hey, ça, j'ai trouvé en friperie à $2. Des fois, le pire, c'est qu'il peut y avoir des très belles marques. J'ai déjà pogné du Tommy Hilfiger et compagnie, le Calvin Klein dans des friperies. Moi, j'ai des jeans vraiment Ralph Lauren que j'ai payé du 5 Levi's. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, déjà, ça, c'est une belle alternative si tu veux garder comme le style puis comme moins de sentir mal. Mais, tu sais, que je m'en ai dit aussi, je parle vite. Par rapport aux vêtements, tu sais, oui, c'est ça. Ben, en fait, mon idée, c'est juste que je pense que globalement, si on veut vraiment avoir un impact, si tout le monde vraiment, là, pendant comme 1, 2, 3 ans, max, là, si tout le monde, là, on se dit, genre, on arrête ça, là, ça va tellement... C'est sûr que ça ferait tellement un... Puis Dieu sait qu'on est capable, parce qu'on est capable, surtout notre génération à l'ère des réseaux sociaux, on est capable tellement de se mobiliser pour une cause qui peut avoir des bonnes répercussions suite à notre mobilisation. Tu sais, si, admettons, on se disait toutes comme, hey, on n'achète plus de telle marque, des grosses marques, bien, c'est sûr que comme même les petites marques et ces grosses marques-là, ils vont faire « OK, qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'on crache de même? » Puis ils vont vouloir se sauver, tu sais. Fait qu'au final, ils vont finir par comme se plier à nos exigences, puis plier à comme « Hey, nous, on est rendu à comme faire affaire avec des gens qui sont bien payés, tu sais. » Comme, je pense vraiment que c'est possible. C'est juste comme, tu sais, encore là, on choisit nos batailles, c'est une chose à la fois. On peut pas changer le monde demain matin, mais tu sais, encore là, je pense vraiment... Peut-être que je suis naïve là, en me disant ça, mais je pense vraiment pas que c'est impossible. Mais c'est arrivé dans le passé que... En fait, je pense que c'est arrivé récemment même, ou dans les dernières années. Je me rappelle plus exactement quelle marque, mais... les gens ont arrêté d'acheter, puis là, OK, ben, vous voyez, on a changé notre façon de faire. Dans le fond, c'est aussitôt que le client n'est plus, ben la machine, elle fonctionne plus. Donc, tu sais, je veux dire, on a beaucoup plus de pouvoir, je pense, qu'on le pense. Ouais, ça se passe déjà un petit peu avec les... j'ai vu ça en France avec les géants un peu de la charcuterie, de la viande, etc., qui sortent tous des alternatives végétales. Donc, il y a une grande marque de jambon qui a lancé du jambon végétal en grande surface. C'est la plus grosse marque qui est présente partout. Donc, c'est quand même fou. Après, on peut... il y a beaucoup de véganes qui vont jamais vouloir acheter de cette marque qui est responsable d'exploitation de millions de cochons, etc. Ce qui est pour quelqu'un qui commence. Mais voilà, ça, c'est un peu plus. C'est une option qui est dans le magasin, qui est dans tous les magasins. Et puis, c'est aussi un signal de... Ils se sont remis en question parce qu'ils ont perdu peut-être des parts de marché, je sais pas, enfin, tu vois. C'est sûr. Donc, ça, c'est bien, quoi. C'est bon signe, ça donne espoir, en tout cas. Ouais, ça, c'est la meilleure, en fait. C'est la meilleure exemple qu'on peut donner, là. Le vegan, c'est tellement juste la mayonnaise. Il y a autant d'alternatives, là. C'est vraiment récent. Moi, c'est ça ce qui m'a frappé. Les crèmes glacées, là, en ce moment, les Häagen-Dazs. Ils sont bonnes, les drumsticks. Mais oui, toutes les marques ont leur partie végane, quoi, maintenant. C'est cool. Tranquillement, pas vite, ça fait son chemin. C'est ça, Caroline. Faut se le rappeler, là, des fois qu'on...
c'est déjà mieux un peu. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Je suis souvent tu sais. pessimiste quand même là-dessus, tu vois. Donc, parfois, il y a des petits trucs comme ça qui me disent finalement, ça va. Mais... Tu sais, c'est un petit plus pour nous autres. Puis là, on parle depuis tantôt que tu viens de la France, mais t'as pas toujours... En fait, la majeure partie de ta vie, tu habites en France. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait venir au Québec? J'étais curieuse. En fait, je venais, quand j'étais petite, en vacances avec mes parents, parce que mon père, il a du travail un petit peu ici. Okay. Donc, on est venu un peu à chaque saison de différentes années. En vacances, puis je me disais quand je serai grande j'habiterai ici. C'est mignon. J'aimais full, puis quand je rentrais de vacances au Québec je faisais un exposé à mes camarades de classe avec du sirop d'érable et tout. J'étais la représentante officielle du Québec en France. Et ça, là, le sirop d'érable, quand j'étais en voyage en Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose que tu penses pas quand t'embarques dans l'avion. Là. Il en faut. Puis moi, c'est ça. Puis moi, tu sais, je suis partie full excitée d'aller en Nouvelle-Zélande. J'arrive là-bas une semaine après, je me fais des crêpes. Puis là, j'arrête. Je fais non, c'est pas vrai. Sirop de maïs, pas de sirop d'érable. Je veux pas prendre du foutu sirop maman, je sais pas quoi, là, ouais, de table. Puis là, c'est beaucoup trop sucré en plus. Ah ouais. Ben, c'est pas en tout cas. Bref, c'est un autre sujet hors contexte. On parlait de la France, c'est ça. On déroge vite la phrase, c'est ça qui est fun. Ouais, c'est ça. Donc, je me dis tout le temps ça. Puis, à un moment, on est venu... j'étais plus adolescente. Je pense que j'avais presque 17 ans, quelque chose comme ça. On est revenu encore en vacances avec mes parents. Et puis là, j'étais vraiment sûre que je voulais vivre ici. Je comme capotais vraiment. Mais je connaissais assez peu Montréal, puisque... On atterrissait à Montréal, mais on partait en vacances, dans des endroits plus de vacances. Genre Gaspé. J'étais jamais allée en Gaspésie à ce moment-là, mais on allait... souvent, on prenait des chalets de la CEPAC, genre comme à Port-Neuf et tout, où on allait au ski, sinon l'hiver, puis tu sais, genre Mont-Sainte-Anne et tout. Mon Dieu, de quoi que j'ai même pas fait, puis je suis québécoise. On était allé à Tadoussac, voir les baleines, tu vois, genre touriste, tu vois. Puis, ben, je veux dire, c'est ça qu'il faut, là, quand tu es en voyage ici, tu veux explorer le plus que tu peux. Puis, c'est ça. Tadoussac, sérieux, c'est un must, là, quand même. Ouais. Très, très un must. Puis ton chum, il t'a suivi? Là? Oui, en fait, je l'ai rencontré donc à Lyon. Et puis, à ce moment-là, j'avais déjà essayé d'immigrer au Québec, mais j'avais pas pu. Juste à la fin de mes études, ça n'avait pas fonctionné à cause que c'était donc, le gouvernement précédent. Et les lois étaient un petit peu différentes. Enfin, les quotas étaient vraiment plus restreints. Donc, j'avais pas pu immigrer à ce moment-là. Et je m'étais un peu retrouvée à la fin de mes études sans aucun projet à cause de ça. C'était vraiment mon projet après. Je finissais mes études, puis je partais au Québec. Puis je me suis un peu retrouvée sans rien. Donc, j'ai atterri dans le restaurant où j'ai rencontré mon chum, en fait. Puis, lui, et que la vie fait pas bien les choses. Wow. Il était encore aux études pour comme 2 ans. Donc, on a attendu qu'il finisse ses études en préparant notre immigration, parce que c'est long. Hein, Moi, j'ai eu de la chance cette deuxième fois. Par contre, c'est un tirage au sort pour les PVT. Donc, j'ai été tirée au sort super rapidement. Et lui, jamais. Donc, on a comme utilisé notre statut de conjoint parce qu'on habitait ensemble, en fait. Et voilà, donc on a immigré ensemble il y a 3 ans et demi. Et voilà. Ah, oui, bienvenue. Bienvenue à la maison. Maintenant, c'est chez moi ici. Puis si je vais en vacances en France, j'ai un petit peu hâte de rentrer chez moi. Puis c'est ici, quoi. Wow, c'est le fun. Y a-t-il genre... je sais pas, des trucs qu'il a fallu que tu t'adaptes, autant que ça soit culturel que les genres de personnes. Y a-tu des... Mais c'était quoi les chocs en arrivant? Ouais, les chocs. Je dirais que je connaissais des choses du Québec que peut-être un autre immigré ne connaîtrait pas, parce que j'étais beaucoup venue. Ouais. Mais je dirais que la première soirée que j'ai fait avec des amis, collègues, où ils étaient un peu alcoolisés, je ne comprenais plus rien à la conversation. Il y a vraiment trop d'accents et d'expressions québécoises, plus on a bu, genre. Et je ne suis plus la conversation cette soirée-là. J'étais comme... Je relate totalement. Wow, j'ai jamais pensé à ça, là. À comment qu'on peut... Ouais. Déjà qu'on parle... tu sais, des fois, on a des petits... On est broche à foin un peu. C'est cette broche à foin, c'est un bon mot. Ouais, maintenant, je comprends tout, mais les premières fois, même au travail, si une personne me parlait de loin... C'était possible que je ne comprenne pas si elle avait intégré dans sa phrase une expression que je ne connaissais pas encore, etc. Donc, des petites choses comme ça. Laquelle tu trouves la plus impressionnante, mettons?
T'en as-tu? La plus Juste pour le fun. des Je pense que la plus fun, c'est tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche! Ouais. Mais c'est quand même rare. Enfin, on le dit pas. Je sais pas. J'entends pas tant de monde. C'était aigu, ça. J'ai comme spoté un petit ultrason. Claudia, elle rentre là-dedans. Non, mais ça me fait rire parce que ça dit c'est rare, mais moi, je suis tout le temps ça. Ah ouais? Je l'entends pas tant souvent, mais sinon, il y a des petites manières de parler. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que maintenant, mes proches en France pensent que j'ai l'accent québécois. Mais évidemment, les Québécois pensent que j'ai l'accent français. Ah oui, donc, je veux dire ça. J'ai comme un accent bizarre pour tout le monde. Ah, je te comprends aussi. C'est un peu, tu sais, puis là, on parle pas de France puis de Québec, là, mais tu sais, juste quand que je vais quand on va au Saguenay, parce que mon Dieu, on s'est connus là-bas. On s'est connus au Saguenay. Charlotte à Elliott. On se fait dire la même affaire. Comme moi, au Saguenay, je suis la fille de Montréal. Puis à Montréal, je suis la fille du Saguenay parce que j'ai été là comme 3 ans, tu sais, pendant comme... Tu sais, de 17 à 20 ans, c'est quand même des années, des grosses années. Puis toi, t'as vraiment pris... expression à cette période vraiment. aussi. Puis il y a des fois que je revenais ici puis je disais des affaires, le monde était comme quoi? Ouais, t'as vraiment J'étais pris là, l'accent, toi, du Saguenay, quand même. Là, dans Ouais. certains... Des fois, on se Ça parle, revient puis je suis facile. là... OK, ouais, Saguenay is back. Ça revient facile. Ouais, l'été, là, parce que j'ai passé l'été au complet là-bas. Fait que là, je suis revenue chez nous. Mon père, il riait de moi. Ah ouais. Ben raide. Parce que... Puis même quand je parle au téléphone avec quelqu'un du SAG, genre, j'ai une amie qui a vraiment l'accent, là, Élie Dalma, là, comme elle a tellement l'accent... Mais c'est magnifique, là. Mais elle a tellement l'accent. Si je parle à elle au téléphone, mon père est à côté, puis c'est comme s'il me reconnaissait plus. J'ai l'impression que vu qu'on est de Montréal, on n'a pas nécessairement d'accent. C'est pas quelque chose qui est... c'est pas un accent qui est prononcé. Puis moi, je me vois un peu comme une éponge. Ouais. Quand, exemple, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je traînais beaucoup avec des Français. Puis je veux dire, j'ai fini par dire du coup dans toutes mes phrases. Là. Mais c'est pas de bon sens. Puis quand je vais au Saguenay ou quand j'habitais à Baie-Saint-Paul... c'était aussi, tu sais, je veux dire, on est vraiment des éponges d'accent, mais tu sais, en même temps, où est notre identité là-dedans? Ben, moi, je trouve ça magnifique. Ouais, en fait. Je pense, cool. moi, personnellement, je trouve qu'au Québec, puis là, c'est vraiment une opinion peut-être personnelle, mais je trouve que c'est clairement une de nos forces. Genre qu'on soit capable de fonctionner en société, que ça soit harmonieux, même si on sait que ce n'est pas toujours, évidemment, on ne se rencontre pas des histoires, mais de manière globale, je pense que notre ouverture d'esprit est vraiment plus grande. Puis même juste avec le Saguenay, gens que j'adore, mais on voit une petite différence. Tu sais, à Montréal, on est tellement en contact avec des gens, puis on s'habitue, tu sais, que quand quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec des genres de personnes X puis Y qui sont peut-être plus différentes, qui sont pas habituées de voir, en fait. Eux, ils remarquent vraiment plus. Tandis que moi, je suis comme, ben, OK, tu sais, je sais pas. Tu me parles de ça, puis pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Puis pour eux, c'est comme, j'ai jamais vu ça beaucoup. Puis c'est là que je réalise que, comme, OK, je suis choyée quand même d'avoir vécu puis d'avoir côtoyé des gens comme ça. Ouais. C'est tellement nourrissant, genre, en fait, là. Ouais. Fait que, ben, merci de te joindre à nous aujourd'hui, puis merci de nous avoir partagé tout ça. Oui. Donc, ton livre est disponible en vente... En librairie. Et à l'épicerie. Au Québec. Il est aussi à l'épicerie Muscade. Ouais, il est un petit peu moins cher. Un petit mais sinon, et puis pour les personnes en France, Suisse, toute l'Europe, c'est sur mon site. Donc, Fait que, on mettra ça en description quand on publiera la vidéo. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour genre les prochains mois à venir, prochaine année? T'as-tu un projet? Ce serait que Muscade arrive à être rentable. Donc tout le monde Muscade? Tout le monde. Qu'on soit plus serein, parce que c'est vrai que c'est difficile en ce moment, puis c'est beaucoup de charge mentale d'avoir ce commerce en début de vie. Donc voilà, ce serait de la sérénité avec la stabilité de Muscade. Ben, on te le souhaite tellement. Ben, merci beaucoup, Éline. Chapeau encore, merci. Merci à vous deux.